Alors qu'un père de famille rentre tranquillement chez lui en voiture, il disparaît. Son véhicule est retrouvé accidenté et carbonisé sur le bord de la route. Cette histoire est tellement invraisemblable qu'elle inspirera nombre de films et séries. Il va falloir attendre 23 ans pour découvrir l'émouvante réalité qui se cache derrière cette disparition. Et comme vous le verrez, le destin est parfois cruel. Aujourd'hui, la triste histoire de Gabriel Nagy. Comme toujours, abonnez-vous et likez la vidéo et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre Instagram, les YouCrim Sisters. Gabriel Nagy est un père de famille sans histoire. Il vit avec sa femme et ses enfants à Sydney, en Australie. Originaire d'Allemagne, sa famille a émigré en Australie, près de Sydney, alors qu'il n'était qu'un bébé. Son père travaillait dur et loin de la maison. Quant à sa mère, la pauvre, de santé fragile, elle était souvent très malade. À cause des absences répétées de son père, Gabriel était très tôt devenu en quelque sorte le chef de famille, se précipitant après l'école à la maison pour s'occuper de sa maman. La famille tient bon, bientôt Gabriel prend son envol, rencontre celle qui deviendra sa femme et qui mettra au monde deux beaux enfants. Gabriel est un homme comblé. Le 21 janvier 1987, il s'en va au travail, comme à son habitude. Il est alors employé dans un magasin, mais c'est quelqu'un de volontaire puisqu'en parallèle, il suit des études de comptabilité. Ce 21 janvier 87, il prend sa voiture, arrive sans encombre au travail, puis arrive l'heure du déjeuner. Il ne déjeune jamais dehors, ni au travail. Il rentre toujours chez lui à sa pause déjeuner. Et son petit rituel, c'est d'appeler sa femme pour l'avertir qu'il rentre. Sa femme, la douce Pam, s'active et lui prépare un bon sandwich, mais voilà, l'heure passe et Gabriel n'est toujours pas là. Pam est inquiète. Ce n'est pas dans les habitudes de son mari de laisser les siens sans nouvelles comme ça, mais elle se dit qu'il a probablement eu un empêchement ou qu'il a exceptionnellement décidé de manger au travail. Qu'à cela ne tienne, elle débarrasse la table, mais voilà, une poignée d'heures passe et Gabriel n'a toujours pas pointé le bout de son nez. L'inquiétude monte alors, la nuit tombe, Pam appelle de la famille et des proches, mais son mari est introuvable. Encore une fois, ce n'est tellement pas dans ses habitudes que les membres de sa famille paniquent. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il va bien? Ses enfants, Jennifer, 9 ans, et Stéphane, 11 ans, sont fous d'inquiétude. Ils sont jeunes, mais tout à fait en âge de comprendre ce qu'il se passe. Pam se rend sans attendre au commissariat, mais un adulte qui ne donne plus signe de vie depuis quelques heures, selon les enquêteurs, il est bien trop tôt pour s'inquiéter. Les enquêteurs la rassurent. Son mari va bien finir par rentrer, mais ils prennent tout de même son signalement au cas où. Arrive le lendemain, et Gabriel n'est toujours pas réapparu, et ce que vont annoncer les policiers à la famille de Gabriel va les laisser sans voix. Les policiers leur apprennent que la voiture de Gabriel a été retrouvée accidentée et en partie carbonisée sur le bord de la route qu'il avait pourtant l'habitude d'emprunter. Alors que police et pompiers étaient arrivés sur les lieux de l'accident, ils s'attendaient au pire, que Gabriel soit blessé, voire même qu'il n'ait pas survécu, mais en fouillant, ce qui est maintenant une épave, les officiers et les pompiers découvrent qu'elle est vide. Aucune trace de Gabriel. C'est d'autant plus surprenant que vu l'état de la carcasse, il a sûrement été blessé. Bizarre. On appelle alors les hôpitaux du coin, peut-être qu'il s'y est rendu à pied ou qu'un conducteur qui a assisté à l'accident l'y a conduit, mais non, aucune trace de Gabriel. Le mystère commence. Où donc ce père de famille, très probablement blessé, a-t-il bien pu aller? Des recherches plus poussées vont alors être entamées, mais Gabriel reste introuvable. C'est une journée qui va passer, des appels à témoins sont lancés, on placarde sa tête ça et là dans la ville, mais toujours rien. 2 jours vont passer, puis 3, bientôt c'est la semaine qui passe, et Gabriel est encore et toujours introuvable. Et Pam dira que la situation qui était déjà très traumatisante l'était encore plus pour les enfants. Par exemple, la petite Jennifer doit faire face aux interrogations de ses camarades du haut de ses 9 petites années. Elle dira « Ça m'a beaucoup affectée émotionnellement, les gens n'avaient de cesse de me demander « Mais où est ton père ?» C'était très douloureux. »
Alors il est naturel de penser à une éventuelle fuite. Après tout, un père qui disparaît pour fuir ses responsabilités et commencer une nouvelle vie, ça s'est déjà vu. Mais c'est peu probable. Pour commencer, les enquêteurs doutent qu'il ait pu volontairement provoquer cet accident. C'était bien trop risqué, il aurait pu perdre la vie, et la configuration est très différente de celle de ceux qui préparent ce genre de mise en scène pour par exemple faire une fraude à l'assurance. On est à peu près sûr que l'accident est bien réel et qu'il a dû être blessé. Alors peut-être qu'avec un choc, il a tout simplement perdu ses esprits et qu'il erre quelque part dans les rues de la ville. Mais dans ce cas, n'aurait-il pas demandé de l'aide ? Peut-être encore qu'il a été kidnappé, mais Gabriel n'a pas le profil d'une jeune jouvencelle en détresse qui aurait pu attirer un prédateur opportuniste. Et comment ne pas penser au pire ? Peut-être qu'il s'en est allé gravement blessé et qu'il est mort dans un coin escarpé quelque part. Bref, dans le fond, tous les scénarios sont possibles. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Gabriel est un père aimant. Il est attentionné et ne vit que pour sa femme et ses enfants. Ça a toujours été sa priorité. Il passait peu de temps sans eux, le reste du temps, il travaillait et étudiait. La pauvre Pam passe ses journées près de son téléphone, à attendre des nouvelles de son bien-aimé, mais en vain. Et voilà que 2 semaines après la disparition, Pam est contactée par les enquêteurs. Il y a du nouveau. La carte bancaire de Gabriel a été utilisée dans une banque de Newcastle. C'est tout de même à une centaine de kilomètres de l'endroit où il a disparu. Les policiers découvrent que l'argent avait été utilisé dans un magasin pour acheter du matériel de camping. Et je n'ai vu aucune précision. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance, mais je ne sais pas comment les policiers ont pu remonter à ce magasin de camping. Quoi qu'il en soit, une équipe s'était bien déplacée sur les lieux pour en savoir plus, mais cette piste ne donnera rien. Personne ne se souvient de la personne qui a fait les achats. Impossible même de savoir si c'est bien Gabriel qui a acheté ces fournitures. Et malheureusement, ce sera là la dernière fois qu'on aura une trace de Gabriel. Les mois passent désormais, la famille de Gabriel ne désespère pas pour autant, ses proches parcourent les environs de Newcastle à sa recherche, interrogent les commerçants, puis étendent progressivement leur périmètre de recherche, mais encore et toujours aucune nouvelle de Gabriel. Puis après les mois, ce sont des années qui vont passer. Jennifer et Stephen sont dévastés. Comment faire le deuil d'un père alors qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé ? Jennifer dira que c'est tout son monde qui s'est effondré. La famille va finir par déménager, la maison de Sydney est vendue, la famille s'installe alors à la Sunshine Coast de Queensland, mais Pam veillera à ce que jamais son numéro de téléphone ne change. Elle laissera ses coordonnées aux nouveaux occupants si un jour, sait-on jamais, un homme se présente qui lui donne ses coordonnées. Et elle veillera également à toujours figurer dans l'annuaire au cas où. Bientôt une décennie passe. La famille espère tellement que Gabriel soit là quelque part qu'il ne pense pas une seconde à le faire déclarer mort. Hors de question. Les enfants sont maintenant adultes, Pam devient grand-mère et toujours aucune nouvelle de Gabriel. Et après une 20aine d'années pour ses proches, il est évident que Gabriel ne reviendra jamais. Il est sans doute mort, se disent-ils. Et 23 ans après la disparition de Gabriel, l'officier en charge de l'affaire, la commissaire en chef Georgia Robinson, décide d'arrêter les recherches. Selon elle, il n'y a plus qu'une seule chose à faire à ce stade, déclarer Gabriel Nagy officiellement mort. Et comme le veut la procédure, et même si elle l'a déjà fait des dizaines de fois auparavant, pour pouvoir le déclarer mort, elle doit faire une dernière recherche auprès de différentes administrations. Le dossier sera ensuite soumis au coroner d'ici 2 semaines. Nous sommes alors en 2012. Elle commence à contacter les établissements médicaux de la région, puis du pays. La recherche est rapide. Tout est centralisé et informatisé. Encore une fois, ça a déjà été fait et refait, mais c'était il y a longtemps. Et oh surprise, elle va tomber sur le dossier médical du disparu. Il s'est récemment fait opérer. Gabriel serait-il bel et bien vivant ? Eh bien oui, Gabriel est en vie. Et voilà ce qui lui est arrivé. À la suite de son accident, il a eu une blessure à l'arrière de la tête. Et de ce fait, il ne se souvenait de rien, absolument rien. Ni de son nom, ni de sa vie, ni par exemple de la mort de Lady Di, ou encore de la guerre du Vietnam. Le pauvre avait tout oublié. Et sachez même, d'ailleurs, qu'il oubliera une grande partie de ces 20 années qu'il va passer loin de ses proches. Sa tête et surtout sa mémoire ayant été endommagées. Le choc lui a provoqué une amnésie traumatique.
Alors on pense qu'il est très certainement sorti de la carcasse qui se consumait et qu'il a dû marcher complètement désorienté. Et les premiers souvenirs qu'il a, c'était lorsqu'il s'était réveillé dans la rue, alors qu'il était à Newcastle, souvenez-vous, à une centaine de kilomètres de là. À ce moment, il ne se doute pas qu'il a une maison et une famille qui l'aiment et qui le cherchent. Il ne se souvient même pas avoir acheté du matériel de camping. Complètement désorienté, Gabriel pense qu'il est un vagabond un peu fou. Le pauvre homme vit dehors, dormant dans la rue ou campant sur des plages. Depuis Newcastle, il a voyagé en direction du nord, s'installant dans la ville de Gladstone, toujours sans domicile et dans une précarité extrême. Il expliquera: à chaque fois que j'essayais de me remémorer ma vie, je me demandais: est-ce que je suis fou? Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Et puis je pensais: qu'ai-je donc fait pour en arriver là? Je me sentais coupable et je me disais: peut-être que j'ai commis un meurtre ou braqué une banque, quelque chose dans ce genre-là. Le pauvre homme est si perdu qu'il va noyer ses interrogations et son chagrin dans l'alcool. Après des mois à la rue, un inconnu touché par sa situation lui a offert un abri, quelque temps, ainsi que du travail dans une ferme à Rockhampton. Une chance pour lui, il a pu ainsi quitter un temps l'univers hostile de la rue. Mais l'aide ne durera qu'un temps malgré l'extrême générosité de cet inconnu qui a finalement fait ce qu'il pouvait pour lui. Retour à la case départ pour Gabriel, il atterrit de nouveau dans la rue. Puis il a vécu de petits boulots pour survivre, il campait toujours ça et là, il subsistait en travaillant en tant que pêcheur ou sur des chantiers de construction dans le Queensland. Il a ensuite déménagé et a trouvé un nouvel endroit où vivre, appelé Saunders Beach, toujours à la rue, puisqu'il n'avait aucune idée de son identité, il avait décidé de se faire appeler Ron Saunders, en référence au nom de cette ville. Et tout ce temps, il était parfois pris de flash. Des souvenirs lui revenaient sans qu'il ne puisse pour autant se souvenir de son passé. Mais par chance un jour, après des années, il s'est souvenu de son nom de famille. Mais juste de son nom de famille, Nagy. Et puis, après de longues années de errance, Gabriel fait une rencontre miraculeuse. Un pasteur du nom de Barry Aoe, un ancien chauffeur routier, a décidé de lui venir en aide. Il a senti que cet homme valait la peine d'être sauvé, qu'il pouvait s'en sortir contrairement à tant d'autres qu'il a essayé d'aider par le passé, mais qui dans le fond ne voulaient pas s'aider ou ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. Il sent que Gabriel, lui, veut et peut s'en sortir. Alors il le sort de la rue, lui offre une chambre à l'église River of Life de la ville de Mackay et même mieux, il lui offre un petit boulot. Il occupera un poste de gardien dans cette église. Gabriel a dit « J'ai sauté sur l'occasion, trop heureux de sortir enfin de la rue ». Gabriel a déclaré « Apparemment, à l'époque, je ressemblais à un lévrier. Je n'avais que la peau sur les os et on voyait toutes mes côtes. Mais le calvaire est fini grâce à la générosité de ce pasteur, et ce dernier ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Touché par son histoire, il va l'aider à retrouver son identité. Un nom de famille, c'est déjà pas si mal, et il finit par retrouver son identité grâce au service administratif, ce qui a permis à Gabriel de découvrir son prénom et aussi et surtout de se faire opérer d'une cataracte. Malheureusement, le service administratif en question n'avait pas été informé de la disparition de Gabriel et sa famille, espérant toujours son retour, ne l'avait pas déclaré mort. Et c'est grâce à cette démarche que l'agent Robinson a pu remonter la trace de Gabriel. C'est grâce à cette opération de la cataracte. Gabriel a ainsi pu être localisé. Il a été contacté par l'agent qui lui a dit vouloir lui parler. Gabriel a eu très peur. Comme il avait complètement oublié son passé, il s'était dit qu'il avait peut-être fait quelque chose de grave par le passé. Après tout, s'il avait vécu dans la rue, c'était sûrement parce qu'il avait fait quelque chose de mal, avait-il toujours pensé. Et lorsqu'il est arrivé au poste de police, il a tout de suite demandé s'il avait fait quelque chose de mal, s'il avait même peut-être tué quelqu'un. Mais l'agent, surpris, l'avait gentiment rassuré. Elle lui a dit que non. Non, vous n'avez tué personne. Vous n'êtes pas recherché par la police, vous êtes une personne disparue. Et ça, ce n'est pas un crime. Sans rien lui dire, l'agent lui a posé des questions et lui a montré des photos de famille. Et ces photos ont fait tilt dans l'esprit de Gabriel. Il a dit « C'était comme un dessin animé quand les ampoules s'allument dans la tête. » Il a commencé à se souvenir. Sa famille, sa maison, quelques précieux souvenirs lui sont apparus à la vue de ces photos. Il s'est même souvenu avoir acheté ce fameux équipement de camping à Newcastle. Et s'être réveillé non pas à Newcastle, mais à Sydney, avant que ses premiers souvenirs n'émergent à Newcastle. Il avait oublié tout ça. L'agent Robinson lui a alors tendu plusieurs lettres, écrites par sa fille,
sa femme, son père ainsi que sa belle-mère et lui a dit que désormais la balle était dans son camp. Sa famille a déjà été informée qu'il était en vie et en bonne santé, mais lui, que veut-il faire, souhaite-t-il? Ou non, contacter sa famille. Mais bien sûr qu'il le veut. Comme il le dira plus tard, il s'est assis et a écrit toute l'après-midi la plus longue lettre de sa vie, 7 pages et demie recto verso qu'il a postée à sa femme en laissant son numéro de téléphone. Et 2 jours plus tard, sa fille lui a envoyé un SMS. Un SMS sur son vieux téléphone abîmé. Gabriel a dit que jamais il n'oubliera ce moment. Sa fille avait simplement écrit « Salut, papa ». Et Gabriel, à la lecture de ce message, a tout simplement fondu en larmes. « On l'aime encore », s'est-il dit. Lui qui s'est cru tout seul 2 décennies durant se rend compte que des gens l'aiment et l'attendent. Alors ces seuls mots de sa fille l'ont littéralement bouleversé. Jennifer l'a alors rassurée et lui a dit qu'elle venait tout juste de finir de lire sa lettre et que oui, elle l'aime toujours. Et puis 10 minutes après, le téléphone sonne. C'est Pam cette fois. Et ils ont parlé jusqu'à ce que le téléphone portable n'ait plus de batterie. Et à peine 2 semaines plus tard, Jennifer, alors âgée de 32 ans, s'est envolée pour Mackay voir ce père qu'elle n'avait connu que lorsqu'elle était petite. Gabriel l'attendait fièrement avec un bouquet de fleurs et il dira « Quand je l'ai vu, c'est comme si tout était au ralenti. Nous avons traversé le hall et nous nous sommes pris dans les bras l'un de l'autre. » Et vous voulez savoir si Gabriel a rejoint sa femme et ses enfants? Eh bien non. Une grande distance déjà les séparait, ses enfants en plus étaient déjà devenus adultes et avaient désormais leur propre famille, et au cours de ces 20 dernières années, chacun avait refait sa vie. Mais rassurez-vous, loin des yeux ne veut pas dire loin du cœur. Il est quotidiennement en contact avec les siens. Ils n'ont jamais cessé, encore une fois, de l'aimer et resteront toujours et plus que jamais à ses côtés. Tantôt c'est son père, tantôt c'est Pam, tantôt son fils, tantôt sa fille, ses neveux, ses nièces, toute sa famille. Mais malheureusement, 2 personnes manquent à l'appel, sa mère et sa sœur, qui n'étaient déjà plus de ce monde. Gabriel se dit désormais heureux et fier, et si la distance le sépare des membres de sa famille, tous ne manquent pas de se voir dès qu'ils le peuvent. Gabriel travaille désormais dans une maison de retraite, il a laissé sa place au sein de l'église pour qu'elle bénéficie à quelqu'un qui en aura plus besoin que lui. Il a dit qu'il sera à jamais reconnaissant envers tous ceux qui lui ont tendu la main ces 20 dernières années. Gabriel, à ce jour, n'a malheureusement toujours pas retrouvé tous ses souvenirs, y compris ces 20 dernières années passées dans la rue. On pense que Gabriel a fait une fugue dissociative. C'est un trouble rare qui provoque des pertes de mémoire et qui le plus souvent conduit les personnes atteintes à s'éloigner involontairement de leur famille. Jennifer considère que c'est là un miracle qu'elle ait retrouvé son père, et qu'il ne faut pas perdre espoir. Si un proche disparaît ou a disparu, et que si quelqu'un se reconnaît dans la situation de son père, qu'il ne perde pas espoir et qu'il contacte les autorités. Alors, comment Gabriel a-t-il pu ne pas se souvenir avoir acheté ce matériel, ne pas se souvenir toujours à ce jour du moment où il a quitté la carcasse? C'est là tout le mystère d'une fugue dissociative. La personne oublie qui elle est, mais peut aussi par moments ne plus se souvenir de certains éléments de sa nouvelle vie. Elle peut se souvenir d'éléments de son passé, puis les oublier à nouveau. La mémoire est littéralement en morceaux. La personne est confuse, souvent elle erre, éprouvant même un certain détachement émotionnel. Cet accident a plongé Gabriel dans un profond désarroi, dans une grande misère à la fois émotionnelle et financière, mais cette histoire est un message d'espoir pour toutes les familles dont le proche a disparu. Finalement, tout est possible et il faut croire au miracle, selon Jennifer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Même si cette histoire se termine bien, je l'ai personnellement trouvée très triste. Gabriel a été très pudique quant à toutes ces années, quasi 20 ans qu'il a passé dehors. C'est le destin. Peut-être devait-il passer par là pour s'élever ou pour apprendre des choses. Mais je trouve ça malgré tout terriblement injuste. Mais bon, qui a dit que la vie était juste? Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à faire un tour sur notre Instagram, YouCrim Sister. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.